Bonjour, bienvenue à Géopole. Nous allons traiter aujourd'hui du Liban. Le Liban où une explosion extraordinaire s'est passée au mois d'août, le 4 août, et puis le Liban qui vit aussi une crise économique et politique de grande envergure. Pour cela, je reçois Farid Araktinji. Bonjour. Farid Araktinji, vous êtes donc secrétaire général de la Chambre de commerce franco-libanaise. Vous êtes maintenant à la retraite, mais vous avez eu une longue carrière dans l'industrie française, notamment ces 20 dernières années chez Renault. Vous étiez président de Renault-Nissan Consulting. Et vous avez d'autres activités aussi. Vous êtes français d'origine libanaise. Et c'est à ce titre que je vous reçois dans cette émission consacrée au Liban. Donc, nous allons traiter de beaucoup de sujets, nous avons juste 52 minutes, mais l'explosion, nous allons commencer par l'explosion qui a eu lieu au mois d'août et ses conséquences. Si vous pouvez juste nous dire, alors vous n'étiez pas au Liban, il me semble, le jour de l'explosion, mais vous êtes arrivé juste après. Quels ont été vos premiers réflexes ? J'allais dire, qu'est-ce qui est arrivé ? C'est l'annus horribilis du Liban en 2020, puisqu'effectivement, comme vous le dites, c'est une crise économique, politique, sociale, financière, sans précédent. Il y en a eu au Liban, bien sûr, il y a eu la guerre civile, il y a eu plein de choses dont on parlera. Mais cette crise qui a commencé déjà depuis... Elle a commencé techniquement le 17 octobre dernier, mais enfin elle a complètement explosé au cours de cette année. C'est rajouté là-dessus évidemment la dimension, comme dans tous les pays du monde, de la Covid, mais ça touche beaucoup plus fort un pays qui n'a pas d'État, qui n'a pas de structure forte. Et arrive cette explosion, qui est une explosion, là aussi, sans commune mesure. On a mesuré sa puissance comme étant la 3e plus grosse explosion de l'histoire après Hiroshima et Nagasaki. Et quand je suis arrivé, mon cher Hervé, le 8 août, il y a d'abord un effet de sidération qui n'a rien à voir avec toutes les images qu'on a vues, ou toutes les images que vous pourrez éventuellement montrer aux téléspectateurs. Franchement, il faut y aller. Il faut passer dans la rue. Il faut regarder les façades éventrées, il faut regarder les amas de verre qui demeurent jour après jour, et pourtant il y a eu beaucoup de nettoyage. Et là, c'est inimaginable, Et là, ce qui arrive dans cette ville qui était grouillante de vie, je veux dire, Beyrouth, c'était une boule d'énergie. Et brusquement, vous avez un Beyrouth qui est triste, où les gens ne bougent plus, ne se parlent plus. Ou alors quand ils se parlent, c'est juste pour se rappeler, mais où vous étiez le 4 août ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Est-ce que vous avez échappé ou pas ? Êtes-vous un survivant ? Êtes-vous un miraculé ou pas ? Oui, moi j'étais personnellement à Beyrouth le 4 août, donc je vois très bien de quoi vous parlez, mais effectivement les téléspectateurs ne le percevront pas de la même manière. C'est vrai que j'ai regardé les images et comme j'y étais ce jour-là, effectivement il y a un décalage entre, même si elles sont impressionnantes, ces vidéos et ces images, elles ne correspondent pas, la réalité est encore pire, vous avez raison. Cela dit, je dois préciser, alors je l'ai précisé à plusieurs reprises dans mes articles et dans d'autres à la radio, que on dit toujours Beyrouth, mais il se trouve que, vous le savez bien, les quartiers les plus touchés de Beyrouth sont ce qu'on a appelé autrefois, pendant la guerre civile, Beyrouth-Est, c'est-à-dire le quartier d'Achrafiyeh et Gémaïzé, etc. Donc c'est ce qui est juste en face du port et au-dessus. Et donc je rappelle ça aux téléspectateurs parce que tous les médias parlent de Beyrouth. Heureusement pour eux, les habitants de l'ouest de Beyrouth ont été beaucoup moins touchés, voire pas du tout. Et ce sont ces quartiers... disons-le clairement, les quartiers chrétiens de la classe moyenne qui ont été ravagés, en fait. Vous allez me dire si je me trompe, mais il me semble que c'est la classe moyenne chrétienne qui a été le plus touchée, qui était déjà touchée par la crise économique sévèrement, et qui a payé un supplément avec cette explosion. Vous êtes d'accord ? Alors tout à fait. Alors les gens pourraient se poser la question, les téléspectateurs pourraient se demander pourquoi est-ce face à Beyrouth-Est ? Tout simplement parce que, historiquement, Beyrouth est un port. Et que le port, à l'origine, est au centre-ville. Et après, avec le développement de la ville, il y a eu une extension du port, qui est celle qui nous intéresse, avec le 5e bassin, qui est pile face à la partie est de Beyrouth. Et donc, effectivement, là où a lieu l'explosion, le hangar 12, au pied des silos à grains, est pile en face de la partie est de Beyrouth, c'est-à-dire le Beyrouth chrétien, tout à fait. Et ça commence par les parties les plus proches du port, et donc ce sont des quartiers qui, historiquement, étaient des quartiers plutôt modestes, plutôt populaires, on va dire, mais au cours de ces dernières années, ont pris une connotation un peu bobo,
donc où beaucoup de jeunes sortent. Il y a donc des boîtes de nuit, il y a donc des ateliers d'artistes, il y a donc une vie extrêmement intéressante. Et il y a cette espèce de cohabitation entre le Beyrouth populaire, des artisans et des commerçants chrétiens, on va dire la chose telle qu'elle est dans ce coin-là, c'est-à-dire Jaïtaoui, Gemmeizé, Marem Khayel, tous ces quartiers-là qui portent de très beaux noms, la rue Gouraud, la rue Pasteur, la rue d'Arménie, anciennement rue du Fleuve. Et tous ces trucs-là ont pris de plein fouet l'explosion. Alors quand on remonte un petit peu, et que vous arrivez à la rue Sursock, qui est quand même la partie la plus aristocratique de Beyrouth, elle a aussi pris. Donc il n'y a pas que les classes palais, populaires qui ont pris. Dans ces quartiers-là, il y a des palais du fin 19e siècle, début 20e siècle. On se demande s'ils vont encore tenir debout. En fait, qui ont été tellement ravagés, secoués. Comme ce sont de vieilles bâtisses, on ne sait pas pour le moment si on sera obligé de les détruire. Alors 2 choses, juste en complément par rapport à ce qu'on vient de se dire. La première, c'est que moi j'interprète la raison pour laquelle les gens sont tellement abattus, pas seulement parce que les perspectives d'avenir sont devenues beaucoup plus sombres, mais parce que c'était l'âme de Beyrouth. On a touché l'âme de Beyrouth. Cette âme avait résisté aux bétonneurs, elle avait résisté à la guerre civile de 1975 à 1990, aux années de plomb qui ont suivi, avec du béton et avec des voitures piégées. Enfin, il y a des choses terrifiantes, de 90 jusqu'en l'an 2000, jusqu'en l'an 2005, etc. Beyrouth-Est a vécu, pendant la guerre civile, nombre d'attentats, de voitures piégées. Rappelons qu'elle a été encerclée en 1978 pendant la fameuse guerre des 100 jours par l'armée syrienne qui a bombardé Beyrouth-Est sauvagement pendant 100 jours. Moi j'ai lu à plusieurs reprises qu'il est tombé sur Beyrouth-Est en 1978 plus de bombes que sur Dresde pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et l'armée syrienne n'avait pas pu pénétrer dans Beyrouth-Est. D'ailleurs, même sous l'occupation syrienne de 1990 à 2005, l'armée syrienne ne rentrait pas dans Beyrouth-Est. Donc en fait, c'est un peu un lieu sacré, on va dire, Beyrouth-Est. En tout cas, ce qui a été atteint, c'est l'âme qui avait survécu et à la guerre et à la bétonisation. Je tiens à dire qu'il y avait ces 2 choses-là. Et brutalement, vous avez ces immeubles, on a recensé plus de 660 bâtiments qui sont en situation de détresse. De détresse, c'est un mot qu'on emploie pour les êtres humains, mais aussi pour les bâtisses, parce qu'elles ont une âme, elles ont une histoire, elles ont abrité des épisodes de vie, etc. Et donc ça, je pense, ça a beaucoup touché les gens. Le deuxième point que je voulais dire simplement, c'est qu'une partie du centre-ville a quand même été atteinte. Le centre, la rue Clémenceau, qui est déjà le début de l'Ouest, il y a eu des destructions qui ne sont pas du tout aussi massives, à l'exception du centre, où il y a quand même eu des bureaux qui ont été de beaux immeubles qui ont été très atteints. Mais ils avaient tous été un petit peu rénovés après 1990 par l'entreprise Solidaire, qui était l'entreprise qu'avait mise en place l'ancien Premier ministre Rafik Hariri. Et donc, par conséquent, elles ont un peu mieux résisté, même si l'intérieur est tellement ravagé qu'il n'y a plus de bureaux qui fonctionnent là-bas. Mais ce sont des bureaux, donc il y a pratiquement pas d'habitation. 18h07, quand ça arrive, il n'y a personne. Oui, c'est ça. Et donc, quand on fait le bilan, qui est terrible, 200 tués, 7000 blessés. Mais quand on fait ce bilan... 7000 blessés, je dois le rappeler, dont beaucoup de blessés graves. Des gens amputés, des gens qui ont perdu les yeux. C'est 7000 blessés. Il y a des gens qui ont perdu leurs yeux, il y a des gens qui ont perdu une main ou 2, il y a des gens qui ont été amputés d'une jambe. C'est vrai qu'il y a eu tout ça. Mais quand on voit la violence, on se dit... Quel miracle qu'il n'y ait eu que ça. Alors, bien entendu, c'est inaudible de la part des personnes qui ont perdu un proche ou un enfant. Mais quand on voit la violence, on se dit que s'il avait eu lieu sans Covid, à midi et pas l'été, probablement ça aurait été un carnage très supérieur. C'est vrai qu'à 18h07, les rues étaient vides, etc. Vous avez raison, parce que c'est l'été. Et que les jeunes n'étaient pas encore dans le quartier de Gemmeizé. Et le soir, la soirée n'avait pas commencé. Voilà. Il y avait une partie qui était à la montagne. Il y aurait entre guillemets. Oui. C'était la bonne heure. Vous savez, la route en face du port, cette espèce de nationale qui va pour sortir de Beyrouth vers le nord, je dis ça pour les téléspectateurs, vous le savez bien, et totalement embouteillée à midi. Et donc, si l'explosion avait eu lieu à midi, il y avait là des milliers de voitures dans les embouteillages. Alors, je laisse imaginer le nombre de morts. Bon, passons sur ça. Oui, je dois peut-être rappeler aussi qu'il y a 300 000 personnes dont le logement a été saccagé, donc sans logement en fait. C'est les fameux 660 logements qui ne sont plus habitables aujourd'hui.
Et plus que ça, 300 000. Alors, il y a des gens qui ont utilisé le terme de sans domicile. Ils ne sont pas du tout sans domicile. Non, on leur a tué leur domicile. Oui, un domicile non habitable. Voilà, et donc par conséquent, ils ont retrouvé, grâce à la solidarité, des moyens qui sont forcément des moyens précaires. Alors, après cette explosion, il y a eu des manifestations donc, contre le pouvoir, parce qu'on va peut-être quand même parler de la responsabilité des uns et des autres. Emmanuel Macron a fait une visite au Liban qui a touché les Libanais. Alors, je dis ça aux téléspectateurs de TV Liberté, c'est qu'il faut toujours se mettre dans le contexte d'un pays étranger qui reçoit un chef d'État. Alors, parfois, les Français sont étonnés de l'accueil ou d'un président que eux n'apprécient pas, par exemple, à l'étranger. Il faut savoir qu'à l'étranger, le président représente la France. Et donc, quand à l'étranger il est bien reçu, c'est parce que c'est la France qui est bien reçue en réalité. Alors Emmanuel Macron a trouvé les mots, il a trouvé les gestes, il a à la fois parlé aux responsables d'un langage de vérité qui parfois a été considéré comme étant quasiment de l'ingérence, tellement il a été c'est ce qu'on lui a reproché en France. Et direct. Oui, mais je pense franchement que sur cette affaire-là, il avait 100% raison sur toute la ligne. Sur toute la ligne. D'abord, avant même d'aller rendre visite aux officiels, il est allé sur les lieux de l'explosion. Il est allé dans les rues qui n'avaient pas reçu, qui avaient été détruites, en particulier la rue Gouraud. Encore une fois, cette rue Gouraud, au cœur du quartier populaire chrétien, la rue Gouraud, elle porte le nom du général Gouraud. Du général Gouraud qui avait, il y a exactement 100 ans, le 1er septembre 1920, proclamé le Grand Liban. Donc cette rue, historiquement, elle est un trait d'union entre le Liban et la France. Et il est dans la rue. Il a, entre guillemets, ce qu'on appelle un bain de foule. Il y a des gens qui se jettent sur lui pour l'embrasser. Il les prend dans ses bras. C'est des moments extrêmement émouvants. Extrêmement émouvants. Moi, j'ai vu les images. J'ai eu les larmes aux yeux. Il a fait ce qu'aucun responsable libanais n'a fait. Ni le président, ni le Premier ministre, ni l'inamovible président de l'Assemblée nationale, ni aucun des ministres. Ce qui est incroyable, c'est qu'une explosion de cette envergure arrive. Ni le président de la République, comme vous venez de dire, ne vient... on nous a dit qu'il a été sur les lieux de l'explosion par la suite. Peut-être, enfin certainement. Mais il n'a pas été voir les gens. C'est-à-dire que... moi, ce qui m'a frappé, pour tout vous dire, ça paraît futile, mais ce qui est futile est utile. Il portait une cravate bleu ciel, le président libanais, alors qu'Emmanuel Macron portait une cravate noire. Absolument. Ça a l'air de rien, mais enfin ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien du tout. Ça a été beaucoup. Il avait le sourire aux lèvres, le président libanais. Enfin, mais il n'est allé, comme vous le soulignez, que sur le cratère de l'explosion. Oui, il n'a pas été à la rencontre des gens. Complètement sécurisé, où il n'y avait pas une âme. Il y avait l'armée qui avait complètement ceinturé les lieux. Moi-même, je suis allé quelque temps après, dès que je suis arrivé à Beyrouth. On ne peut pas s'en rapprocher. Donc vraiment, il était à l'abri de tout individu de la rue. Peut-être craignait-il un lynchage, parce qu'il faut voir aussi le mécontentement de la population contre lui et contre toute la classe politique. Alors, effectivement, donc, on a parlé en France d'ingérence. Alors, peut-on parler d'ingérence ? Est-ce que la France peut être comme ça, isolée ? Bon, c'est vrai que dans un pays où il y a une demande, enfin, il a été bien reçu, donc les gens ont besoin d'une aide parce que leur classe politique est totalement hors sol, corrompue, etc. Mais est-ce que la France... est-ce que ce n'est pas une zone d'influence pour la France, cette région, et notamment le Liban, qui est un pays ami ? La France ne compte pas beaucoup d'amis dans cette région. Alors le Liban est un pays ami, rappelons-le, parce que de par la présence chrétienne, etc., qui a toujours eu des liens avec la France très, très solides depuis plus de 1000 ans. Est-ce que peut-on parler d'ingérence, encore une fois, si la France ne s'ingère pas dans sa zone d'influence? Ne laisse-t-elle pas la place à d'autres? Parce que Emmanuel Macron est arrivé le premier, mais s'il n'avait pas été, peut-être que les Turcs seraient déjà là, les Saoudiens, les Koweïtiens, que sais-je encore. Alors, ils sont déjà là, mais ils ne sont pas là sous cette forme-là. Ils sont là sous des armes, sous de l'influence, donc des choses qui se cachent, parce qu'elles ne sont pas montrables. Là, entre Emmanuel Macron et ses proches collaborateurs et conseillers, il y a eu une intuition géniale collective. Donc je ne sais pas ce qu'il faut, à qui il faut donner le crédit, mais en tout état de cause, il a incarné
comme vous le disiez tout à l'heure, il a incarné la France éternelle, la France que les Libanais, et en particulier les chrétiens libanais, appelaient la tendre mère, Al-Umm al-Hanouna, C'est ça, oui. en langue libanaise, la tendre mère, que pendant la guerre de 75 à 90, de nombreux chrétiens ont appelé souvent en vain, en disant « nous regrettons qu'il n'ait pas été là plus souvent », etc. Individuellement, il y a eu beaucoup de Français qui sont impliqués pendant cette période-là, mais collectivement, la France a été, on va dire, un petit peu neutre dans cette guerre de 75 à 90, ce qui a été ressenti avec un peu d'amertume. Là, ça a été une explosion, et l'explosion de bonheur, dans la tragédie de ces gens qui se disaient « mais la France est là ». À tel point qu'il y a eu des gens qui ont fait circuler sur les différents réseaux sociaux « réinstallons le mandat français au Liban ». C'est ça, il y a eu une pétition qui a pendant 10 ans, donc il y a eu cette pétition. Après, on l'a cachée parce que ça pouvait être contre-productif. Vous savez pourquoi on l'a cachée? Parce qu'elle a récolté énormément de signatures, plus de 100 000 signatures, ce qui est colossal dans un pays où, alors soyons aussi francs, et nous ne sommes pas dans le politiquement correct, on va dire que les signataires étaient les chrétiens, ce ne sont pas les musulmans qui signaient la pétition pour le mandat français. Mais il y a plus de 100 000 chrétiens libanais qui ont signé la pétition pour le rétablissement d'un mandat français sur le Liban. 100 000 pour quoi? 1,5 million de chrétiens au Liban, 2 millions, je ne sais plus. Ce qui est colossal. On considère qu'au Liban, il y a, hors les réfugiés syriens et palestiniens, environ 4 millions d'habitants. Sur ces 4 millions, il y a à peu près un tiers de sunnites, un tiers de chiites, un tiers de chrétiens, at large. Donc 100 000, c'est énorme par rapport à... Alors, évidemment, c'est une grosse proportion. Mais cela dit, même dans la classe politique pas chrétienne, il y a quelques jours, au moment où on était en train de discuter de l'attribution de ce fameux portefeuille des finances, il y a eu de nombreuses personnalités politiques musulmanes qui ont dit il faut absolument sauver l'initiative française. Ah oui, parce que les gens ont bien compris que cette ingérence, j'ai mis les guillemets pour vous faire plaisir, mais pour moi, c'est pas du tout de l'ingérence. Cette fameuse ingérence était un petit peu la dernière chance. Oui. Avant la reprise d'une guerre chaude. Parce que la guerre civile, entre 75 et 90, c'est ce qu'on appelle la guerre chaude, mais elle a continué, la guerre, sous d'autres formes. Sous une forme économique, sous une forme sociale, sous une forme politique. Et elle existait avant 75 aussi. D'accord. Alors, on pourra en parler, puisque c'est Géopole ici. Oui, Emmanuel Macron, donc... essaye d'imposer une feuille de route à la classe politique libanaise, et donc à la demande du peuple libanais majoritairement, qui a une classe politique impuissante, qui tourne en rond depuis des mois. On va revenir sur la crise financière. Enfin voilà, les Libanais ne peuvent plus retirer leur argent des banques, rien ne fonctionne, un nouveau gouvernement a été nommé au mois de janvier dans l'urgence pour prendre des mesures urgentes afin d'obtenir une aide du FMI, mais il n'a rien fait au bout de 6-7 mois, sans compter le désastre sécuritaire, on a vu l'explosion au port, et donc il impose cette feuille de route, il impose que soit nommé un nouveau chef de gouvernement rapidement, avec un gouvernement de techniciens. Il a appelé ça un gouvernement de mission. Gouvernement de mission, pour aller vite. Sauf que, et là on va en venir aux choses politiques, on va dire, il rencontre le Hezbollah. Il rencontre tous les groupes politiques à l'ambassade de France, mais il rencontre le Hezbollah. C'est la première fois qu'un président français rencontre le Hezbollah, qui était très content de cette rencontre, ils l'ont déclaré après, parce qu'ils l'ont dit eux-mêmes, il les a légitimés. Rappelons que le Hezbollah est considéré comme une organisation terroriste par plusieurs pays, non seulement les États-Unis et le Canada, mais aussi l'Allemagne, le Royaume-Uni, les grands pays de l'Union européenne. C'est rajouté à ces pays maintenant les Pays-Bas, la Serbie, la Bulgarie, enfin bref, beaucoup de pays le considèrent comme une organisation terroriste. Donc il le rencontre, il explique qu'il fait partie du paysage politique libanais, qu'il faut le rencontrer. Donc il est dans la négociation. Et il semble qu'il croit vraiment à la collaboration du Hezbollah. Alors rappelons que le Hezbollah est un parti politique donc extrémiste musulman, djihadiste autrefois, qui est financé et armé par l'Iran, et que le Hezbollah est le seul parti politique au Liban qui a une armée, je dirais même pas une milice, une armée plus puissante que l'armée libanaise. Et donc c'est le seul mouvement armé donc qui impose sa loi au Liban.
Et donc, les Américains, qui ont les mêmes objectifs que la France apparemment, n'ont pas la même stratégie, parce que eux, ils sont plutôt dans la non-reconnaissance du Hezbollah, dans l'isolement et dans les sanctions. Alors, je fais un petit rappel aussi. Emmanuel Macron avait menacé que si jamais la classe politique ne bouge pas, il sanctionnerait les personnalités qui bloquent. Alors, pour le moment, rien ne s'est passé. En fait, finalement, le Figaro s'était demandé si Emmanuel Macron allait échouer dans cette affaire. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour le moment, ça tourne en rond. Il a posé des échéances qui n'ont pas été respectées. Et le Hezbollah et son allié, le parti Amal, sont toujours en train de bloquer la situation. Est-ce que les Américains ont raison ou c'est lui qui a raison? Écoutez, moi j'aurais voulu vous parler à un moment donné pour vous dire que le Liban dans la situation du Liban est multifactorielle. Elle n'est pas due uniquement à une raison ou à une autre. On y reviendra dans quelques instants. Mais pour répondre directement à votre question, que vous ne vous disiez pas que je fuis devant les questions, je voudrais commencer par dire que les deux grands acteurs, hors Iran, hors Arabie Saoudite, les deux grands acteurs occidentaux qui sont actifs au Liban, c'est-à-dire les États-Unis et la France. Vous avez dit qu'ils ont la même stratégie. Non, ils n'ont pas du tout la même stratégie. J'ai dit les mêmes objectifs. Ils n'ont pas la même stratégie, mais les mêmes objectifs. Les États-Unis ont une stratégie au Proche-Orient qui est dictée par Israël. Alors, quand il y a un peu de conjonction d'intérêts, enfin de collaboration sur les intérêts entre le Liban et Israël, ça peut les intéresser. Sinon, ils n'ont que ça derrière eux. Le lobby libanais aux États-Unis est beaucoup moins fort que le lobby israélien. La France est le seul État au monde, la seule nation au monde, mais c'est surtout l'État qui nous intéresse ici, qui aide le Liban de façon, entre guillemets, désintéressée. Alors je dis entre guillemets parce que j'ai beaucoup d'amis qui disent oui, mais c'est en réalité pour que Total puisse avoir c'est de la plaisanterie. Bien sûr, vous admettez bien entendu qu'il y a des intérêts comme ça, mais c'est secondaire. Oui. Je veux dire que la France a mis tout son crédit dans cette opération-là. C'est pas du tout le cas des États-Unis. C'est encore moins le cas, bien entendu, de l'Iran ou de l'Arabie Saoudite ou de la Turquie, qui sont trois autres acteurs qui cherchent effectivement à s'ingérer sur la scène libanaise avec des mauvaises intentions au départ. L'un, l'autre et le troisième. Donc, il faut avoir ça en tête. Alors que aujourd'hui, on se dise, les deux ont intérêt à ce que le Liban ne s'effondre pas. Moi, je ne sais pas dire si géostratégiquement parlant, Israël n'est quelque part pas content qu'il y ait une espèce de zone de turbulence qui permet de focaliser l'énergie d'un certain nombre de groupuscules qui sinon pourraient être dangereux. Je ne sais pas le dire, je ne dis ni ça, ni ça. Je dis aujourd'hui, il y a un acteur qui agit. Bien entendu, les États-Unis ont utilisé l'arme des sanctions à l'égard de deux personnes très proches du Hezbollah, mais dont l'un est membre du parti Amal. Donc Amal, c'est le frère jumeau du Hezbollah. C'est la béquille, moi, je dirais. C'est good cop, bad cop, ou c'est celui qui porte cravate et celui qui n'a pas la cravate, mais ça parle de la même chose. Je voulais dire ça d'abord. La deuxième chose que je voulais dire, et qu'Emmanuel Macron a souligné pendant qu'il était à Beyrouth, en disant, mais pourquoi vous parlez à ces gens, ils sont corrompus? Pourquoi vous parlez à ces gens-là, ils sont démonétisés? Pourquoi vous parlez à ces gens-là, ils sont impuissants? Pourquoi vous parlez à ces gens-là, ils n'ont rien été capables de faire, malgré le fait que le gouvernement dont vous avez parlé tout à l'heure, vous avez dit gouvernement au 1er janvier, ou enfin en janvier dernier, était composé de personnalités de qualité. La plupart des ministres qui étaient dans ce gouvernement étaient des personnes qui avaient réussi professionnellement. Ce n'étaient pas des politiciens classiques, traditionnels, des gens de qualité, qui ont été incapables de faire quoi que ce soit. Et donc, pourquoi vous parlez à ces gens-là? Puisqu'ils sont paralysés, ils sont corrompus, ils sont incapables. Et la réponse de Macron, que je comprends bien, c'est de dire, mais vous, peuple, vous avez passé votre temps à voter pour ces gens-là. Vous avez revoté pour ces gens-là. C'est pas d'aujourd'hui qu'ils sont corrompus. C'est pas d'aujourd'hui qu'ils sont incompétents. C'est pas d'aujourd'hui qu'il y a un problème sur l'électricité. C'est pas d'aujourd'hui qu'il y a un problème sur les barrages. C'est pas d'aujourd'hui qu'il y a un problème sur les appels d'offres. C'est pas d'aujourd'hui qu'il y a une milice. Israël s'est retiré du Liban en l'an 2000. Donc la milice aurait dû, puisqu'elle souhaitait... Vous parlez du Hezbollah, quand vous dites milice, je rappelle. Oui, il n'y a pas d'autres milices. Il n'y a plus d'autres milices. Voilà. Donc, toutes les milices ont été désarmées. Israël quitte le Liban en 2000. Et la milice reste armée au prétexte qu'il y a 2 ou 3 villages qui étaient occupés par la Syrie jusqu'en 1967
et qu'Israël a occupé lorsqu'il a occupé le Golan. Et donc, ce n'est pas des choses qu'il a prises en faisant la guerre à Bien Liban. sûr, oui. Mais c'est un prétexte. Ça. Mais grâce à ce prétexte, la milice est toujours là. Et en matière de démocratie, c'est beaucoup plus difficile de discuter avec quelqu'un qui n'a pas les mêmes opinions que vous, mais qui a un flingue sur la table, qu'avec quelqu'un qui reste courtois, même s'il n'a pas les mêmes opinions que vous. Absolument. C'est très différent. On va marquer une pause, on va continuer sur ce sujet dans quelques minutes. Voilà, donc on reprend cette deuxième partie de l'émission sur le Liban. Nous étions en train de discuter du poids du Hezbollah. Alors je rappelle aux téléspectateurs que ce parti, donc le Hezbollah, qui est un parti d'islamistes chiites financé et armé par l'Iran, est le seul à avoir un bras armé au Liban. Mais ce qui lui permet, ce que vous étiez en train de dire, en gros pour résumer, le Liban est une démocratie, donc il y a un parlement qui donne sa confiance à un gouvernement et qui élit le président de la République. Donc le président qui revient, ce poste revient à un chrétien. Je rappelle ça aux téléspectateurs qui ne sont pas toujours au fait des affaires libanaises. C'est un pays communautaire, donc le président de la République est chrétien, le Premier ministre musulman sunnite et le président de la Chambre des députés musulman chiite. Donc la Chambre des députés, qui est à moitié chrétienne, moitié musulmane, 50%, 50%, élit le président de la République, désigne le Premier ministre et donne sa confiance au gouvernement. Donc c'est un pays qui a un mode de fonctionnement démocratique avec ses défauts et ses qualités. Sauf que on est dans une situation où, comme il y a un parti politique armé, puissamment armé, il menace la classe politique depuis plusieurs décennies, depuis que, comme vous dites, tout le monde a été désarmé sauf lui, d'imposer sa loi, ses demandes sous menace des armes. C'est-à-dire, pour être bref et simple, quand il faut élire un président de la République, très souvent ces derniers temps, le siège était vacant parce que le Hezbollah refuse qu'il y ait une élection normale. C'est-à-dire, on se réunit et on vote à bulletin secret. Il faut se réunir à l'avance en privé, choisir un président pour qui on va voter, qui lui convient. Et sinon, il n'y a pas d'élection. Sinon, c'est les menaces, il n'y a pas d'élection. Pour le Premier ministre, c'est idem. Et pour le gouvernement. Et pour le gouvernement, et d'ailleurs, c'est ce qui se passe en ce moment, et pour toute haute fonction de l'État, c'est-à-dire le chef des armées, le chef des douanes, le chef de la sûreté générale, etc., etc. Donc il n'y a pas une autre fonction de l'État où on peut nommer un responsable sans son accord. Sinon, c'est les menaces et c'est le blocage du pays. Et donc, c'est là où je reviens pour conclure sur l'affaire Macron, parce que vous avez raison, les Américains n'ont certainement pas la même stratégie, et vous avez raison certainement qu'ils n'ont pas les mêmes liens historiques avec le Liban. Pour eux, leur allié dans la région, c'est Israël d'abord. La France, c'est le Liban, parce que c'est les relations ancestrales avec les chrétiens. Cela dit, là, en ce moment, ils ont peut-être les mêmes objectifs, mais pas la même stratégie, parce qu'il y en a un qui est beaucoup plus sévère, qui a compris peut-être que les sanctions, c'est ce qui fait mal et c'est ce qui fait un peu bouger les choses. D'ailleurs, c'est pas pour rien que Emmanuel Macron a menacé de sanctions aussi, mais sauf qu'il ne les a pas pratiquées. Et est-ce qu'il n'y a pas une sorte de naïveté chez Emmanuel Macron de croire que des gens du Hezbollah qui travaillent pour... Je vais être un peu brutal. Ces gens-là, c'est comme si vous dites à un violeur ou un braqueur de banque multirécidiviste, eh bien, c'est bon, vous êtes gentil, cette fois-ci, vous allez vous calmer, etc. Mais bien sûr qu'il va vous dire oui, mais une fois qu'il va sortir de prison, il va recommencer. Et donc, peut-on faire confiance à ces gens-là ? Alors, comparaison n'est pas raison. Même si, effectivement, la façon de le présenter peut prêter à sourire. Écoutez, avant de répondre à ça, moi, je voudrais vous dire pourquoi on en est là aujourd'hui. Bien sûr qu'il y a le Hezbollah, mais il n'y a pas que le Hezbollah. Moi, je considère que la situation actuelle du Liban, elle est le résultat d'une conjugaison
de 5 facteurs, voilà, globalement. Hein. Certains, évidemment, sont interdépendants. Il n'y a pas un facteur tout seul, par-ci, par-là. Il y a d'abord les conflits régionaux. Et dans ces conflits régionaux, il y a évidemment le rôle de l'Iran, qui est primordial, puisque l'Iran cherche à créer son axe vert, Iran, Irak, Syrie, Liban. Avant de passer au point numéro 2, j'aimerais juste vous rappeler un point pour vous montrer la naïveté, non pas de la politique française, mais de la politique américaine. Le jour où les États-Unis d'Amérique du Nord, sur l'influence probablement d'Israël, décident d'abattre le régime irakien, c'est le boulevard pour les Iraniens, puisqu'effectivement la majorité de la population en Irak, ce sont des chiites qui étaient tenus d'une main de fer par un pouvoir despotique. Et alors ? Dans cette région, il y a combien de véritables démocraties ? Est-ce que les gens peuvent arriver dans la démocratie sans avoir une l'invasion de l'Irak par les États-Unis était une erreur grotesque. C'était un crime. C'était pas du tout une erreur. On est d'accord. Non, mais j'ai dit erreur pour eux, même pour eux. Et une faute. Ils se sont pour eux, trompés. mais d'abord pour nous. Pour tout le monde. D'abord pour nous. Et quand je dis nous, je parle de l'Europe, parce que ça nous a créé une déstabilisation complète de cette région dans laquelle nous sommes quand même plus présents, parce qu'elle est plus proche géographiquement de nous. Ça nous a créé des flux de réfugiés sans fin. Ça a donné le moyen à la Turquie de nous faire un chantage quotidien, bicotidien, dirais-je. Et au bout du compte, pour gagner quoi ? Qu'est-ce qu'on a gagné ? On a mis en place la démocratie. Moi, je me souviens qu'en 2003, j'étais présent aux États-Unis juste avant que ça ne se déclenche. J'ai eu des discussions avec des think tanks républicains à Wharton, où j'étais en train de faire un cycle de formation. Les mecs, ils étaient convaincus. Ils faisaient une connerie, mais ils voulaient le faire parce que c'était comme ça. Sans compter tous les mensonges qu'il y a eu. Donc il y a des conflits régionaux dans lesquels les Américains ont largement mis les doigts dans la confiture du mauvais côté. Le deuxième point, ce sont des considérations géopolitiques autour du pétrole et du gaz. Moi, je les mets plutôt en second plan par rapport à ça, mais elles existent bel et bien. Oui, mais c'est vrai. Non, mais on dit souvent qu'ils sont intervenus pour le pétrole et le gaz. J'ai l'impression que c'est pas tout à fait ça. Non, mais nous en avons au large du Liban. Oui, absolument. Je faisais allusion à cela. D'accord, mais pour le moment, on ne sait même pas si c'est rentable. Donc, qui va les prendre ? Mais on a plus l'impression que les interventions sont plus idéologiques que financières. Bon. Le troisième point, c'est le communautarisme, les ruptures démographiques qui sont un drame. Les ruptures démographiques sont un drame. Vous avez parlé... Expliquez un peu ce que vous voulez dire par là. Alors, vous avez dit, ça c'est le troisième point dans mes facteurs structurants. Vous avez dit tout à l'heure, il y a un tiers. C'est à peu près ce que vous avez dit. C'est vous qui avez dit ça. C'est moi qui ai dit ça. C'est exact. En 1932, date du dernier recensement de la population au Liban, il y avait 55% de chrétiens, 45% de musulmans. Et quand on dit musulmans, c'est sunnites, plus chiites, plus druzes, plus alaouites, dans les frontières actuelles. Donc il y avait une petite majorité chrétienne. Qui était pas mal, il y avait 10 points d'écart. Aujourd'hui, vous voyez bien qu'on est à 66-33, si on dans les mêmes. Ce sont des estimations aujourd'hui, personne n'ose faire. Ce sont des estimations, mais qui sont relativement fiables parce qu'on se base sur des cartes d'identité, sur les listes électorales. Les listes électorales, c'est un peu plus, mais il faut rappeler que les musulmans, il y a plus de jeunes chez les musulmans parce que le taux de natalité est plus élevé. Donc c'est pire. Ça veut dire que ça va évoluer. Ça veut dire l'avenir, évidemment. Bon. Parce que sur leur liste électorale, il semblerait que c'est 60-40. Le pire, c'est la rupture de l'équilibre. Si vous remontez à avant 1920, donc le petit Liban. Le Mont Liban. Alors ça s'appelait le Petit Liban, le Mont Liban, la Montassar-Jeffiya en arabe. Rappelons juste aux téléspectateurs, c'est que c'était l'Empire ottoman, et à la suite des massacres de 1860 par les Kurdes et les Turcs, de populations chrétiennes, Napoléon III avait envoyé une flotte, il y a eu une intervention française, et je schématise, je résume. Alors je corrige juste, quand vous avez dit les Kurdes et les Turcs, au Liban, ceux qui ont massacré, c'est essentiellement des Druzes. Oui. Les Kurdes sont plutôt contre les Arméniens. À Damas, puisque c'était à la même période qu'il y a eu Damas, c'était la population sunnite de Damas. Tout ça se fait avec la complicité bienveillante, bien entendu, de l'occupant ottoman. Vous avez raison, parfaitement. Les Turcs ont laissé faire, en fait. Ce sont les Druzes, j'ai dit les Turcs... Ils ont vaguement aidé, même. Vaguement aidé, mais c'est vrai que ce sont les Druzes qui avaient fait le massacre dans le Chouf, au Liban, dans la montagne libanaise. En tout cas, la France avait exigé qu'il y ait une autonomie du Mont Liban,
Donc c'est un peu le Liban actuel, la chaîne montagneuse, je résume rapidement, du Liban actuel, dans lequel, vous allez peut-être que c'est ce que vous alliez dire, il y avait 85% de chrétiens. 80, moi mon chiffre est de 80. D'accord, ce qui est colossal. Ce qui n'a rien à voir. Et les 20% qui restent, la plupart étaient druzes. Non, et rappelons juste aussi rapidement que les druzes, c'est une secte donc, qui fait partie d'origine chiite, mais qui fait partie de l'islam. Mais en réalité, par exemple, il n'y a pas de polygamie. Il n'y a pas de mosquée, donc c'est quand même particulier, hein. C'est pas vraiment les musulmans que l'on connaît. C'est d'ailleurs surprenant qu'en 1860, ce soit eux qui se soient rendus coupables de ces massacres. C'est très dommage, parce que historiquement, ce sont ceux qui peuvent s'entendre le plus avec les chrétiens. On était fait pour s'entendre. On était vraiment fait pour s'entendre bien. Et donc ce mont Liban, pardon, je vous ai coupé, donc revenons. Donc ce mont Liban qui était majoritairement chrétien. Donc ce mont Liban qui était majoritairement chrétien avait subi historiquement une terrible famine entre 1916 et 1918, largement orchestrée par l'occupant ottoman, et au terme de laquelle un tiers, c'est énorme, 200 000 à l'époque, un tiers de la population chrétienne du Mont Liban meurt. Et alors, l'idée à ce moment-là des dirigeants, des élites politiques et intellectuelles des Libanais de 1918, c'est-à-dire à la fin de la guerre, et de 1919 pendant le congrès de Versailles, c'est de dire plus jamais ça. Et donc plus jamais ça, de quoi on a besoin? On a besoin de terres agricoles. De terres agricoles, et on a besoin d'un accès à la mer qui soit le meilleur possible. Donc c'est Beyrouth plutôt que le port de Jounieh qui existait, qui faisait partie de la Moutasarrifia, mais qui était une petite chose. Il n'y avait pas non plus le port de Sidon ou le port de Tyr qui était en dehors de la Moutasarrifia. Et donc là, il y a eu des débats d'ailleurs à l'époque. Mais ce que je veux dire, c'est que pour revenir à ce point numéro 3, communautarisme et rupture démographique, le Liban est un pays qui a été créé finalement sous forme équilibrée. Que ce soit par le mandat français, ou que ce soit en 1943, au moment où il acquiert sa pseudo-indépendance, je vous expliquerai pourquoi je dis ça, pseudo-indépendance, par rapport à la puissance mandataire. C'est un équilibre, c'est-à-dire les chrétiens disent « nous renonçons à la protection de la France, et vous, musulmans ». Ce qu'on a appelé le pacte national. Le pacte national. Les chrétiens renoncent à l'Occident, de façon générale, mais à la France en particulier, et les musulmans renoncent au nationalisme arabe, parce que les musulmans, rappelons-le, refusaient la création du Grand Liban. Le concept même de Grand Liban. Voilà, et ils voulaient intégrer ce territoire dans une grande nation arabe, etc. Donc chacun devait renoncer à ses alliés naturels. Ce qu'on a appelé le pacte national. Voilà, ce qui, dans le sens de l'époque, la grande nation arabe voulait dire grande nation musulmane. Absolument. C'est ça que ça voulait dire. Absolument, mais sauf que ce pacte n'a jamais été respecté. Bien sûr qu'il n'a pas été respecté, c'est la raison pour laquelle, quelques années après, l'éditorial célèbre de Georges Nakache dit « Deux négations, je renonce et je renonce, ne font pas une nation ». Oui. Si vous vous en souvenez. Non seulement je m'en souviens, j'ai écrit un livre sur le sujet, et le sous-titre, c'était « Deux peuples ne font pas une nation ». Oui, je me suis inspiré de lui. Donc oui, parce que deux peuples, on voit bien qu'au Liban, il y a deux peuples. Puisque les Libanais chrétiens, quand ils parlent des musulmans, ils disent « eux ». Et quand les musulmans mais parlent cette rupture des chrétiens, ils disent « eux » aussi. Cette rupture démographique détruit l'équilibre. Parce qu'il y avait un équilibre. Le fait qu'il y ait effectivement un équilibre entre les chrétiens et les musulmans, malgré tout, ça permettait de cohabiter assez bien. Et il y a eu les années 50 et surtout les années 60 qui étaient des années exceptionnelles, qui étaient des années où tout le monde vivait extrêmement bien. C'est à cette époque qu'on a... Ça s'appelle même le paradis perdu des années 60. Oui, c'était à cette époque qu'on a appelé le Liban la Suisse du Moyen-Orient. Absolument. Alors, donc ça, c'était la troisième raison. Je vais revenir sur les deux dernières. Donc, la rupture démographique est terrifiante parce qu'elle va permettre aux gens, d'un côté, de se replier et de l'autre côté, de devenir plus arrogants. Ce que vous avez dit tout à l'heure sur le Hezbollah, qui exige, c'est pas seulement parce que l'Iran lui donne l'ordre d'exiger, c'est parce qu'il est en situation, compte tenu de sa démographie galopante, de dire « j'exige, vous ne mettrez pas un président de la République que je n'ai pas adoubé. 2 ans et demi sans président de la République avant 2016 et l'élection du président Aoun, par exemple. Le quatrième point, c'est la faiblesse de l'État et la corruption croissante. C'est l'un est lié à l'autre. Il n'y a pas d'État parce que... Les 5 facteurs sont liés. Mais... le fait qu'il n'y ait pas d'État, je veux dire, aujourd'hui, vous avez un problème en France, malgré tout, vous avez un État. Vous avez un problème avec la Covid, vous avez un État qui va permettre de faire un certain nombre de choses. Je souris, malheureusement, je vous dis jusqu'à quand, parce qu'on est sur le même chemin, alors. Le problème démographique, etc., enfin bon.
Alors moi, Ça, c'est un autre sujet. Moi, j'écris souvent, effectivement, que la France a la chance d'avoir un poisson pilote. Et que ce poisson pilote, c'est le Liban. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va nous montrer, si on ne prend pas garde, ce qui pourrait nous attendre. Les zones de non-droit, elles existaient au Liban dans les années 60. Absolument. À la fin des années 60, avec les accords du Caire, nous en avons maintenant dans certaines banlieues. Voilà, pour prendre un exemple comme celui-là. Les demandes incessantes et croissantes d'un certain nombre de signes distinctifs, que ce soit vestimentaires ou que ce soit alimentaires, on ne les avait pas au Liban. Je veux dire, bon, tout le monde mangeait de tout. Voilà, aujourd'hui on a changé. Et puis je voudrais dire un 5e point qui me tient particulièrement à cœur et qu'aucun analyste ne sort d'habitude, qui est la destruction du modèle francophone et francophile, qui est fondé sur l'éducation, la méritocratie et l'exemplarité. On est exemplaire, c'est-à-dire on cherche à ne pas... Aujourd'hui, on vole de façon sans aucune impunité, complètement impunément. Pire que ça, c'est lorsqu'on vole, on est considéré comme intelligent. Oui. Et lorsqu'on ne vole pas, on est considéré comme un naïf, un crétin pratiquement. Alors ce 5e point sur lequel je voudrais rajouter un petit point, c'est qu'effectivement, l'influence française, vous avez dit qu'elle est millénaire, elle date de Saint-Louis. En réalité, elle se structure réellement à partir de l'expédition de Napoléon III en 1860, qui est officiellement d'ailleurs une expédition européenne dont Napoléon III a eu l'initiative. Il a tapé du poing sur la table en disant « Écoutez, si vous ne voulez pas venir, j'y vais seul ». C'était l'Autriche-Hongrie qui avait collaboré un peu. Tous ont collaboré, mais les Anglais, il a fallu les menacer. Oui, bien sûr. Oui. Voilà. Et donc, à partir de là, vous avez des écoles fondées ou opérées par des congrégations où il y a beaucoup de religieux francophones, français. Avant, c'est plutôt des Italiens. Et donc là, l'influence française devient très forte. Et donc, pendant ces belles années qui commencent en 1920, mais même avant 1920, et qui vont se terminer à partir de l'an 2000, on va dire, vous avez un système éducatif qui est francophone, essentiellement. Pas seulement, mais essentiellement. Et donc, finalement, les Libanais maîtrisent 3 langues. Et une 4e. Ils maîtrisent le libanais. Qui est un dialecte. Qui est un dialecte qui remonte au syriaque. Absolument. Et au phénicien. Absolument. Donc, qui est une langue sociale, avec laquelle on parle, on fait des plaisanteries, on se salue, etc. Ils maîtrisent la langue de l'aéroport, c'est-à-dire l'anglais, le globish. Le globish plutôt que l'anglais, oui. Donc c'est pas du tout de l'anglais. Le globish, c'est une sorte d'anglais en 100 mots, je dis ça aux téléspectateurs. Oui. Ça veut dire Global English. Ouais. Je l'appelle aussi l'anglais de l'aéroport. Oui. D'accord. Ils maîtrisaient le français, langue de culture et donc de pensée. Et bien entendu, un petit peu l'arabe littéraire, mais qui est un peu une langue morte. Oui. Voilà. Absolument. Mais le français est en et régression. Le français était pour les élites en tout état de cause et pour toutes les classes moyennes. Donc ça allait assez loin. C'était la langue de pensée. C'était la langue de pensée, donc c'était leur outil pour pouvoir savoir ce qu'ils voulaient faire, où est-ce qu'ils voulaient aller, etc. Et les dirigeants politiques, c'était des dirigeants qui avaient été formés dans les meilleures écoles francophones, au moins jusqu'en 1980, en gros, avec le petit intermède de 70 à 76, où c'était pas tout à fait le cas. Et après, à partir du moment où le globish va supplanter le français, on ne remplace pas la langue de culture par la langue de l'aéroport. On perd la langue de culture, on perd la culture, et on perd l'outil de pensée. Donc on perd la pensée. Et donc moi je pense qu'une des raisons majeures pour lesquelles ces Libanais, qui exceptionnellement réussissent brillamment quand ils sont à l'étranger, professionnellement, ils sont banquiers, ils sont médecins, ils sont avocats, ils dirigent de très grandes entreprises. Ils peuvent diriger de grandes entreprises, ils sont couturiers, ils sont cuisiniers, ils sont boulangers ou boulangères. Ils réussissent dans tous les domaines. Ils sont cadres d'entreprise. Ils sont professionnels indépendants. Ils sont commerçants, ils sont négociants, ils sont tout ce que vous voulez. Consultants, tout ce que vous voulez. Quand ils retrouvent au Liban, ils n'ont plus l'outil de penser. Et donc, par contre, ils ont une médiocrité collective. Absolument. Qui est je l'ai constaté aussi. Oui. Pas seulement pour ne pas élire le président de la République, pour ne pas gérer le problème des poubelles, pour ne pas gérer le problème de l'électricité. Rendez-vous compte, on n'a pas d'électricité alors qu'on en avait avant 1975. Le problème de l'eau, le problème du tourisme, le problème des infrastructures de télécommunications ou routières, tout, rien ne marche. Et l'histoire du 4 août, c'est de la gabegie. Ça veut dire qu'effectivement, on n'est pas capable de penser que 2700 tonnes d'une matière qui peut être extrêmement dangereuse est à 150 mètres
du quartier populaire de Beyrouth Est. Alors, j'en profite. Voilà, je voulais vous dire absolument ces 5 points, et spécialement le 5e. D'accord. Mais effectivement, il y a un laisser-aller, il n'y a pas d'État. En fait, c'est un pays communautaire où chacun veut siphonner le maximum de ce qu'il y a dans l'État. C'est même pas, moi j'appelle pas ça de la corruption, c'est même pire. Il y a plusieurs États dans l'État et chacun veut vider les caisses pour son compte. Une mine à ciel ouvert. Voilà. En se disant, c'est pas mon État définitif. Voilà. Et donc chacun je fais ce que veut remplacer. Les services de l'État existent en parallèle. C'est-à-dire, vous parliez de l'électricité, il n'y a pas d'électricité, elle est coupée au moins 12 heures par jour. Eh bien, ils ont fait des sociétés privées qui pallient à ce problème pour se faire de l'argent. Mais la liste est longue, on ne va pas s'attarder sur ça. Il se trouve que l'affaire du port, évidemment, chacun dit c'est pas moi, c'est l'autre. Tous les responsables savaient, mais disaient c'est pas moi le responsable. Mais sauf que on commence à soupçonner tout de même, parce que cette affaire est quand même incroyable. Il y a là des tonnes de nitrates, de matière extrêmement dangereuse. On ne sait pas à qui ça appartient. C'est là depuis 7 ans. Ça arrive soi-disant à un navire, les débarque, la marchandise est saisie et puis elle est là comme ça pendant 7 ans. Et donc ça paraît très louche quand même cette affaire. Et puis surtout l'explosion, pourquoi ça a explosé? Personne ne sait rien et puis... Non, moi j'ai pas d'opinion. Parfait, personne ne sait rien. On propose une enquête, parce que comme les enquêtes locales sont bidouillées, parce que personne ne fait confiance aux locaux pour faire des enquêtes, on propose une enquête, les victimes en tout cas, exigent une enquête internationale neutre. Et c'est refusé. Ce qui rajoute au soupçon. Parce que si vous êtes de bonne foi, vous êtes des dirigeants, les dirigeants libanais, s'ils sont de bonne foi, sinon pas quelque chose à cacher, ils disent allez-y, faites une enquête et vous verrez que c'est un accident. Je ne dis pas que ce n'est pas un accident, mais en tout cas, ils refusent l'enquête. Et puis arrive cette longue enquête de plusieurs journalistes, dont plusieurs journaux évoquent ce que je vais dire à l'instant, mais notamment le Der Spiegel allemand fait une enquête et découvre que entre le nitrate d'ammonium et le Hezbollah, c'est une vieille histoire, puisque là j'ai la liste des arrestations et des trafics en Europe et partout dans le monde du Hezbollah avec le nitrate. Ils ont été arrêtés en Allemagne, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, en Bulgarie, l'attentat pour lequel 2 membres du Hezbollah viennent d'être condamnés il y a quelques jours pour l'attentat du bus avec des touristes israéliens, c'était du nitrate d'ammonium aussi. Donc à Chypre, un gros réseau de trafic de nitrate d'ammonium a été démantelé par les Chypriotes et les trafiquants membres du Hezbollah ont été arrêtés. Donc on se demande... alors on ne dit pas que ça leur appartient, mais on est en droit de se poser la question. Là, il y a de quoi, il y a la matière pour se poser la question, est-ce que ce n'était pas à eux et caché là pour être utilisé? Je ne vais pas entrer dans les détails parce qu'on n'a plus le temps, mais on a découvert qu'on ne sait même pas s'il y avait vraiment 2700 tonnes, puisqu'il y a des images qui montrent, filmées par des agents de sécurité, qui montrent que certains sacs étaient vides, d'autres étaient troués, etc. Est-ce que ce n'était pas une marchandise? Oui, pardon, pour conclure, le bateau qui les a débarqués appartient finalement, on pensait qu'il appartenait à un Russe, il est sous pavillon moldave, mais il appartient à un Chypriote qui travaille avec le Hezbollah et qui a eu un emprunt de la banque qui blanchit l'argent du Hezbollah la même année que le débarquement du nitrate. Tout ça, c'est des faits. Encore une fois, c'est pas une preuve que ça leur appartient. Mais disons qu'il y a beaucoup d'éléments qui nous ramènent. On tourne en rond et à chaque fois, il y a leur nom qui apparaît. Alors, en tout état de cause, même si ça ne leur appartient pas, tous les responsables, comme je l'ai rappelé il y a 5 minutes, de haut niveau nommés au Liban ne sont nommés que parce qu'ils sont proches d'eux. Et j'ai découvert, en faisant une petite enquête, que le directeur du port et le directeur des douanes n'est pas membre du Hezbollah, mais a été validé, adoubé par eux, mais surtout le responsable sécuritaire est membre du Hezbollah. C'est-à-dire que on m'a expliqué, des agents m'ont expliqué que rien ne sort et ne rentre du port sans... En fait, c'est l'éminence grise. Et c'est un membre du Hezbollah parce que le Hezbollah considère que l'aéroport, le port, les frontières, c'est quelque chose de crucial pour eux et ça doit être contrôlé par eux. Donc en fait, le responsable sécuritaire du port est membre du Hezbollah, donc ils ont une responsabilité, pas moins que les autres, mais ils ont une responsabilité énorme dans cette affaire. À minima, pour le fait d'avoir nommé des incompétents, des gens incompétents à ces postes. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Écoutez, moi, je n'ai pas d'opinion réelle sur la façon réelle dont ça s'est passé, cette histoire-là. Est-ce qu'il y a eu... il y a des gens qui vous disent qu'il y a eu des interventions étrangères, il y a des gens qui disent finalement c'est une opération immobilière. Ça, c'est le fantasme des complotistes. Bon, mais ça, moi, je ne sais pas le dire. Je constate 2 choses. Premièrement, c'est que le pouvoir libanais a refusé l'enquête internationale,
Il avait dit qu'on aurait une enquête en 15 jours. Ça fait 2 mois maintenant. C'est comme toute affaire libanaise, personne ne sait jamais. Il y a eu des assassinats au Liban, jamais on est arrivé à savoir qui a fait quoi. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est évident que la force la plus structurée sur le terrain, en particulier au port, est évidemment dans les forces que vous avez citées tout à l'heure. Et donc, par conséquent, ils ont une responsabilité bien plus importante que même les autres responsables qui ont été informés. C'est-à-dire le président de la République était informé. Il a une énorme responsabilité. Bien sûr. Mais finalement, c'est un otage. Certains disent une marionnette. Et par conséquent, je pense que sa responsabilité est moindre que celle d'une force structurée sur le terrain, qui a une vision stratégique à long terme. Voilà. Je veux dire que le parti a commencé à exister, pas sous ce nom-là, parce qu'il a pris ce nom-là au milieu des années 80. Vous parlez du Hezbollah. Hein. Oui. Il a commencé à exister avec l'attentat du Drakkar Absolument. en octobre ça s'appelait le djihad islamique. En octobre 1983. Dans lequel 58 parachutistes français ont trouvé la mort. Voilà, et à la même heure, il y en avait tué 250. 250 marines américains. Voilà. Et à l'époque, le Hezbollah s'appelait le djihad islamique. Voilà, alors il ne portait pas ce nom, donc effectivement, c'est pas la même chose, mais c'est quand même un petit peu les fonds baptismaux, oui. Voilà. Donc, bien entendu, nous souhaitons... Quand vous me disiez tout à l'heure, est-ce que Macron a raison de les légitimer en les rencontrant et en faisant la distinction entre le mouvement politique et le mouvement militaire, puisque c'est à peu près ça qu'il fait. Oui. Est-ce que c'est efficace ou pas? Emmanuel Macron prend acte du fait qu'il y a effectivement une structure qui est comme ça. Il prend acte du fait qu'il n'y a pas aujourd'hui une guerre déclarée comme ça l'était avec l'État islamique, à l'époque de l'État islamique il y a 2 ans, 3 ans. Et donc, par conséquent, il en tient compte. Les Américains font pour moi, ils font des moulinets. Je me méfie des moulinets américains. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, je trouve que le moulinet qu'ils ont agité en 2003 en Irak, et même celui de 91, sont des moulinets qui ont été particulièrement mauvais pour l'Europe. Vous disiez tout à l'heure, d'ailleurs, le Liban est notre seul allié dans la région. Je vous fais remarquer que dans la région, nous avions l'Irak comme allié. L'Irak de Saddam Hussein. Ce n'est pas la même chose. Vous ne pouvez pas comparer les chrétiens du Liban à Saddam Hussein. Bien entendu. C'est un allié de circonstance, Saddam Hussein. Il était là. Oui, c'était un allié de circonstance. Idéologiquement, culturellement, ce n'était pas l'allié de la France. Non, mais idéologiquement, culturellement, il n'y en a aucun dans la région. Il n'y en a aucun de très fréquentable. Non, mais les chrétiens du Liban ont un lien culturel avec la France. Oui. De fait qu'ils sont chrétiens, vous disiez tout à l'heure, ils appellent la France la tendre mère. Non, Saddam Hussein, c'était un allié de circonstance. Ça l'arrangeait à un temps X d'être l'allié de la France. C'était pas mal d'avoir des alliés de circonstance dans la vie. On ne peut pas avoir que des alliés de cœur. Je n'ai pas dit le contraire, bien sûr. Voilà. Mais on ne peut pas comparer ça avec l'alliance avec le Liban. Parce que là, c'est une alliance sentimentale. C'est-à-dire que jamais un chrétien du Liban ne pourra faire la guerre à la France. L'Irak, bien sûr. Voilà, ce n'est pas la même chose. Je suis d'accord avec vous que c'était intéressant comme alliance, mais on ne peut pas comparer ça. C'est pour ça que j'ai dit c'est le seul. Je ne compare pas, oui. Mais je dis simplement que nous en avons payé les pots cassés, d'un point de vue commercial et d'un point de vue politique. On est d'accord. Malheureusement, le temps est écoulé. J'aurais voulu parler du projet du patriarche maronite sur la neutralité, mais on n'a plus le temps, peut-être dans une autre émission. Merci beaucoup. C'est fini. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. C'était très intéressant. J'espère que les téléspectateurs de TV Liberté en savent un peu plus sur ce pays compliqué, la politique compliquée. Je vous dis merci, chers téléspectateurs, de nous avoir regardés et je vous dis à très bientôt. La prochaine émission sera sur la Turquie et je recevrai Frédéric Pons.